Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous parler d'un livre coup de cœur. Il s'agit de La Terre donne, la Terre veut d'Antonio Bispo dos Santos, plus communément appelé Nego Bispo. Nego Bispo était un penseur, militant, poète quilombola du nord-est brésilien, né en 1959 et décédé en 2003. 2003 justement, c'est l'année de publication de son livre et les éditions Wild Project publient en ce mois de mai 2025 sa traduction française. La Terre donne, la Terre veut est un livre multidirectionnel qui ne va pas en ligne droite, comme on peut en avoir l'habitude dans les essais de facture occidentale. C'est que Nego Bispo réfute la pensée de la ligne droite, l'idée que l'on avance en progressant d'un point A vers un point B de manière linéaire. D'ailleurs, le temps ne se pense pas chez Nego Bispo selon un avant et un après, mais il se pense de manière circulaire. Le temps se conçoit en termes de circularité, de commencement, milieu et commencement. La Terre donne, la Terre veut n'est donc pas un essai, mais plutôt un manifeste. C'est une écriture qui travaille beaucoup les mots. Il y a chez Nego Bispo une véritable réflexion sur le langage, car les mots que l'on emploie reposent sur des imaginaires particuliers, différents, et Nego Bispo est un semeur de mots qui joue à contrecarrer les mots coloniaux pour arriver à les affaiblir. Il écrit ainsi, et je le cite, pour affaiblir le développement durable, nous avons parlé de bio-interaction, au lieu de coïncidence, nous avons parlé de confluence, au lieu de savoir synthétique, de savoir organique, au lieu de transport, de transfluence, au lieu d'argent ou de troc, de partage, au lieu de colonisation, de contre-colonisation et ainsi de suite. Nego Bispo préfère ainsi parler de milieu plutôt que d'environnement ou d'écosystème. On le sait, la critique est aussi faite par des penseurs de l'écologie qui voient dans l'environnement quelque chose qui laisserait penser la nature comme étant extérieure à nous. Et Nego Bispo trouve que le terme d'écosystème repose sur la notion de système qui renvoie à quelque chose de fermé. Il ne parle pas d'échange mais de partage et il ne parle pas non plus d'écologie, le mot étant trop universitaire, occidental dirons-nous, mais de bio-interaction et d'agriculture quilombola. Plutôt que de parler de politique et de démocratie, qui sont selon lui des relations qui veulent gérer la vie d'autrui, il prône d'autres modalités d'être en communauté, comme celle de l'autogestion. Et donc, contre la politique et la culture, qui en fait sont identifiées au mode de vie occidental colonial, il pense l'autogestion et les manières de vivre des populations marronnes qui vivent dans les quilombos. Autre exemple, il emploie beaucoup le terme de confluence, et je dois dire que j'aime beaucoup ce terme de confluence, cette notion, car elle traduit l'idée à la fois d'une pluralité, d'une mise en commun, d'une rencontre et d'un possible cheminement ensemble. Nego Bispo dit à ce sujet, et je le cite, « Je suis convaincu que la confluence est l'énergie qui pousse au partage, à la reconnaissance, au respect. » Et il ajoute, quand nous confluons, nous ne cessons pas d'être nous-mêmes, nous devenons nous-mêmes et d'autres, nous prospérons. La confluence est une force qui fait prospérer, qui augmente, qui amplifie. Et cette notion de confluence pourrait très bien germer dans d'autres contextes, me semble-t-il, et nous permettre d'échapper à cette notion de l'universel devenue si problématique du fait de son usage impérialiste et colonial. La Terre donne, la Terre veut est un livre très riche. Je vais revenir sur deux de ces notions idées-forces. La première est celle de cosmophobie.
la seconde de contre-colonial ou de contre-colonisation. La cosmophobie est une maladie, une peur du cosmos qui germe au sein du monothéisme chrétien. Il écrit, je le cite, « La cosmophobie est la cause de ce système cruel d'emmagasinage, de déconnexion, d'expropriation et d'extraction non nécessaire. Et si l'on suit Nego Bispo dans ses pensées, le système capitaliste, extractiviste, la mondialisation, né du modèle impérialiste colonial, sont intimement liés à cette cosmophobie. C'est parce que l'on ne se sent pas relié organiquement au cosmos que l'on peut extraire de la nature plus que de besoin. Cela me rappelle ce que disait Caroline Merchant dans The Death of Nature lorsqu'elle constate que la modernité européenne a tué le cosmos qui finit par être pensé comme une machine et non plus comme un organisme vivant. J'avais soulevé ce point dans Devenir vivant. La découverte de l'héliocentrisme a été fondamentale dans la perception de soi de l'homme blanc européen qui jusqu'alors pensait être au centre de l'univers. Avec la découverte de l'héliocentrisme, il comprend que la Terre n'est qu'une petite planète en périphérie du système solaire. Freud d'ailleurs voyait là une blessure narcissique importante qui, me semble-t-il, explique en partie pourquoi, à cette époque, l'Occident se coupe du cosmos, invente une nature séparée de la culture, une nature vidée de sensibilité et transformée en ressources à exploiter. C'est ce que j'écrivais dans Devenir vivant et effectivement, de ce point de vue-là, le terme culture désigne une spécificité occidentale dans son opposition à la nature. Je rappelle au passage que sont identifiés à cette nature les femmes, mais aussi les peuples qui sont considérés comme vivant à l'état de nature et qui vont être transformés en ressources, notamment dans le cadre de l'esclavage et de la traite dite négrière. La modernité européenne a bien développé une physiophobie, une peur de la nature que l'homme moderne veut dominer. C'est ce que montre également Baptiste Lanaspez dans son opus Nature, publié aux éditions Anamosa. Et je crois qu'effectivement, la modernité et la civilisation occidentale ont développé une véritable cosmophobie, une véritable peur du cosmos. Tout est fait pour ne plus être relié organiquement au cosmos. C'est la raison pour laquelle, dans Devenir vivant, j'appelais à repenser le fait que non seulement nous habitons une planète, la Terre, mais que celle-ci se situe dans un cosmos auquel nous sommes intimement, organiquement reliés. J'invitais également à élargir la pensée de l'écologie pour en faire une cosmophilosophie qui comprend que considérer l'humain, et encore plus l'homme, comme mesure de toute chose, doit être considéré comme dépassé ou à dépasser. Penser notre condition planétaire, notre condition terrestre, c'est littéralement penser notre condition cosmique. Bref, revenons à Nego Bispo. Il opère une distinction importante. Cette cosmophobie, cette peur du cosmos s'ancre dans, pourrions-nous dire, l'épistémé occidentale, celle qui produit donc une culture séparée de la nature. Cette culture est celle qui engendre l'idée d'homme séparé du reste du vivant et qui engendre l'humanisme moderne. Historiquement, l'humanisme moderne s'est effectivement construit en opposition à ce qu'il qualifie de sauvage, qu'il s'agisse d'une nature sauvage ou qu'il s'agisse de peuples qu'il a qualifiés de sauvages parce que supposés vivre à l'état de nature en dehors de la civilisation.
Dans les deux cas, le but de la civilisation était pensé comme la domestication et donc la domination du sauvage. Le modèle d'humanité qui est valorisé est alors celui de l'homme, avec un grand H, c'est-à-dire du mâle blanc européen. Et Sylvia Wynter précise de l'homme blanc européen bourgeois qu'elle nomme l'homo economicus. Ce modèle a ainsi refusé l'accès à l'humanité pleine et entière aux femmes, aux peuples dits indigènes et à celles et ceux identifiés comme noirs, puisque, rappelons-le, les premiers droits humains ne s'appliquent qu'aux hommes blancs. Plutôt que de revendiquer la reconnaissance d'une humanité pleine et entière, Nego Bispo rejette cette catégorie. Il écrit « Moi, je ne suis pas humain, je suis Quilombola, je suis marron, je suis cultivateur, pêcheur, je suis un être du cosmos. Les humains sont les chrétiens monistes, ils ont peur du cosmos. » Il explique que résister à cette cosmophobie, c'est être dans la contre-colonisation. Deuxième notion importante, la contre-colonisation désigne un mode de vie, une manière de vivre extérieure à l'histoire coloniale. Nego Bispo n'est pas un penseur décolonial. Pour lui, le décolonial reste d'une certaine manière lié au colonial. Le décolonial, c'est la détérioration, la décomposition du colonial et en cela, il est nécessaire, mais il n'est pas tout, pourrait-on dire. Le contre-colonial, chez Nego Bispo, est quelque chose qui serait extérieur au colonial, qui n'aurait pas été colonisé, qui n'aurait pas été contaminé par la colonisation ou le colonial. C'est une manière de vivre qui a résisté à la domination coloniale, qui puise ses racines dans les manières de vivre des peuples afro-descendants, Nego Bispo dit afro-confluents. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Nego Bispo est un penseur situé. Il parle depuis le Quilombo et il vante les mérites de la manière de vivre ou des manières de vivre dans le Quilombo, manière de vivre qui respecte la nature, qui ne prend à la nature que ce qui est nécessaire et qui ne cherche pas à accumuler, à stocker. C'est une vie de partage qui s'oppose ainsi aux conceptions du développement et du toujours plus. Développement qui, selon Nego Bispo, est synonyme, je le cite, de déconnexion. Il nous tire hors du cosmos, rompt l'originel, écrit-il. L'abondance est alors du côté du partage et non du développement, car elle repose sur le lien, la relation. Elle repose sur une manière de vivre qui privilégie la relation de qualité entre les personnes, car, dit-il, je le cite, il y a de notre part une compréhension, et ça, c'est cosmologique, que tout ce qui naît de la nature appartient à tout le monde. Nego Bispo montre par de multiples exemples comment l'État colonial brésilien a cherché à supprimer ces manières de vivre quilombola, afro-confluentes, au nom justement du développement. Mais il montre comment ces manières de vivre, ces pratiques et ces savoirs qu'il qualifie d'organiques n'ont pas été détruits, n'ont pas disparu, mais seulement, entre guillemets, seulement précarisés. Ces pratiques et ces savoirs ont su résister, même s'ils ont été fragilisés. Je viens de parler de pratique et de savoir organique. C'est une notion importante que développe Nego Bispo. Et pour bien comprendre de quoi il retourne, je voudrais préciser une chose avant. Nego Bispo se défend d'être un théoricien. C'est un cosmologue, un penseur du cosmos. Je serais tenté de dire un cosmo-philosophe. Il ne s'inscrit pas dans une approche théorique qui serait celle de ce qu'il appelle les savoirs synthétiques. Le synthétique, c'est ce qui caractérise la société occidentale coloniale. Et
il y aurait une comparaison intéressante, je crois, à faire entre ce que dit Nego Bispo sur la pensée synthétique et ce que dit Léopold Sédar Senghor de la pensée analytique, qui caractérise, selon lui, la raison occidentale, poursuivant d'une certaine manière la réflexion de Bergson sur ce qui distingue pensée analytique et pensée intuitive. Je ferme la parenthèse. Chez Nego Bispo, la pensée synthétique est celle du monisme, de la dualité et du binarisme. Mais c'est surtout celle d'une pensée qui se détache de la nature et qui synthétise l'organique, c'est-à-dire, et je le cite, qui considère toutes les vies comme de la matière première. Et il oppose ce rapport synthétique au monde, les pratiques et savoirs organiques. Ces savoirs organiques sont des savoirs vivants, biologiques. Et il précise, je le cite, ce qui est biologique, organique et ce à quoi toutes les vies peuvent accéder. Ce à quoi les vies ne peuvent pas accéder n'est pas organique, c'est une marchandise avec ou sans poison. Ces savoirs sont cosmologiques, ils appartiennent à tout le monde, alors que les savoirs synthétiques sont ceux que l'université produit. Nego Bispo a une analyse très critique des savoirs produits par l'université, car il reproche à l'université de transformer les savoirs en marchandises. Il y a une forme d'appropriation, mais aussi d'extractivisme dans la pratique universitaire. Et cette fois-ci, je crois qu'il y aurait un rapprochement très intéressant à faire avec ce que dénonçait Paula Ontonji dans son introduction à l'ouvrage consacré au savoir endogène, introduction qui s'intitulait « Démarginalisé ». Nego Bispo, je reviens à lui, écrit « Écologie est un mot employé par les universitaires. Dans le Quilombo, il n'existe pas d'écologie, il y a les roças du Quilombo. Les roças, ce sont les parcelles de terre cultivées de manière traditionnelle et manuelle. Donc, il dit, il y a les roças du Quilombo, celles des villages autochtones, celles des riverains, celles des pêcheurs de coquillages et des pêcheurs de poissons, et encore celles des casseuses de noix. » Et il ajoute, pourquoi l'université utilise-t-elle le mot écologie et pas agriculture quilombola? Pourquoi ne pas dire roça autochtone? Les universités sont des fabriques à transformer les savoirs en marchandises et l'agriculture quilombola n'est pas une marchandise. Mais les savoirs considérés comme valables sont ceux que l'université convertit en marchandises. Voilà ce qu'écrit Nego Bispo. Et il ajoute, nous avons inventé les roças de Quilombo, mais ils en ont changé le nom et maintenant, ils veulent nous revendre nos savoirs en nous proposant des cours d'agroécologie et des cours de construction de maisons en pisé. Si vous m'avez écouté jusque-là, vous aurez compris, c'est un livre que je trouve extrêmement riche, qui ouvre plein de pistes de réflexion, qui a également une forte dimension éthique et spirituelle, et dont je ne saurais que trop recommander la lecture. Et je vous dis à très vite.